Un avion qui coûte des millions et des millions d'euros pourrait être détruit par un drone qui doit coûter moins de 500 euros. C'est ça l'intérêt. C'est cette disproportion entre la masse. Ils peuvent tirer 50 drones ce soir. S'il y en a un seul qui passe et qui empêche simplement une piste de fonctionner ou un avion qui va être détruit, eh bien c'est toujours positif pour les Ukrainiens. Et c'est le cas parce que vous en savez, ils ont comme ça des centaines et des centaines de drones de ce type dont on imagine qu'ils ne sont pas très chers. Non, ils ne sont pas très chers du tout. Mais là, on doit certainement en produire plusieurs par jour. Donc s'ils font une salve une fois par semaine, ils peuvent certainement en lancer beaucoup. Et puis il ne faut pas oublier qu'à côté des drones utilisés par l'armée, il y a aussi la population qui se lance. Il faut se souvenir que le Beaver, le fameux drone Beaver qu'on a vu tout à l'heure, ça a été développé sur des fonds privés parce qu'il y a des influenceurs ukrainiens qui ont commencé à collecter de l'argent, la population a commencé à donner. C'est des universitaires le soir et le week-end qui ont développé ces drones. Et c'est l'armée qui se les a appropriés derrière. Mais c'est même pas un drone militaire. Ce sont des civils qui développent ça parce qu'ils veulent se défendre. En plus, il y a en Ukraine une culture de la construction militaire, notamment aérienne, qui est très très développée. Oui, Ils ont des ingénieurs depuis longtemps. Bien sûr, Antonov, par exemple, il faut se souvenir que 40% du total de l'industrie militaire de l'URSS était en Ukraine. Et donc, évidemment, pas seulement aérien, sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Mais l'aérien, les composants de missiles, et quand à partir de 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, ils ont arrêté de fournir des sous-composants à la Russie, eh bien, il y a beaucoup de systèmes dans lesquels les Russes n'ont pas trouvé d'équivalent. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers l'Allemagne ou vers d'autres pays, qu'aujourd'hui, il manque réellement de systèmes. Cette semaine, en Allemagne, par exemple, il y a quelqu'un qui a été attrapé, un Allemand, parce qu'il achetait des composants qui étaient fournis à la Russie pour les drones Orlan 10. La Russie, aujourd'hui, n'a pas trouvé de moyens détournés pour pouvoir continuer à produire comme par le passé. Le seul problème des drones en carton, c'est quand il pleut, évidemment, parce que le carton, quand c'est mouillé, c'est une vraie limite, quoi. C'est vrai, mais il pleut pas tous les jours. Non, mais c'est vrai que ça, évidemment, c'est pas un drone de haute qualité. Mais au final, faut se souvenir, certains obus qui sont tirés, les obus de 155 mm, ça peut coûter 20 000 euros. Avec les optiques qui sont à l'intérieur. Quand on parle de drones à 500 euros, vous attendez qu'il arrête de pleuvoir, vous entendez lancer 50 d'un coup, ça a un coût absolument dérisoire. L'Ukraine a enregistré certains succès ces derniers jours, on en a parlé ici même, avec une brèche dans le sud, du côté de ce village qui s'appelle Robotiné. Il semble que ça a été possible grâce à un appui plus important qu'avant de l'aviation. Est-ce que vous avez aussi ce genre d'informations et comment vous l'expliquez? Oui, tout à fait. En fait, les Ukrainiens, évidemment, ils ont travaillé de longue haleine. On le voit depuis le mois de mai, il y a des bombardements dans la profondeur qui se réalisent. Et ils ont réussi à dominer la Russie localement dans cette zone dans 3 domaines. L'artillerie, c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes qui tirent plus loin et qui visent mieux, notamment les systèmes occidentaux. La guerre électronique, c'est-à-dire que les Russes ne peuvent pas brouiller leurs drones. Et moi, j'ai des retours d'opérateurs de drones ukrainiens qui peuvent plus utiliser. Ils ne peuvent plus utiliser. Ils y arrivaient pendant longtemps, mais ils n'arrivent plus à les brouiller. Et donc les Ukrainiens peuvent utiliser leurs drones jusqu'à 10 km de profondeur, ce qui est gigantesque. Les Russes n'arrivent plus à brouiller les drones. Et la troisième dimension, c'est... Attendez juste là-dessus, sur la deuxième dimension. Qu'est-ce qui a changé pour que les Russes n'y arrivent plus? C'est des codes ukrainiens qui sont un peu plus perfectionnés En gros, vous avez des sortes de gros émetteurs, ça c'est la guerre électronique, qui vont envoyer une onde qui est exactement sur la même fréquence, par exemple, que la télécommande ou que le retour visuel de ces drones. Ce qui empêche les utilisateurs, parce qu'à partir du moment où le brouillage, donc le signal qui va arriver est plus puissant que leur télécommande, ils vont plus être capables de l'utiliser. Ou alors, le GPS ne va plus être capté. Donc, finalement, les utilisateurs perdaient leur drone quand ils allaient au-delà de 500 mètres, 1 km dans certaines zones. Et quand, grâce au renseignement, grâce à l'artillerie, ils arrivent à détruire ces équipements de guerre électronique, le signal russe s'éteint. Et finalement, quand l'utilisateur va utiliser sa télécommande, je symbolise, eh bien, ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais ça veut dire du renseignement plus efficace, du ciblage, du bombardement localisé. C'est pour ça qu'on recommence à avoir des bombardements dans les tranchées, comme on l'avait par exemple dans la bataille de Bakhmout cet hiver. Le troisième point, le troisième point, c'est les systèmes de défense aérienne russes qui sont ciblés assez méthodiquement, qui font que localement, la défense aérienne russe étant amoindrie, les avions ukrainiens peuvent aller plus proches, notamment pour lancer des bombes qui s'appellent les JDAM-ER, qui sont capables de planer sur 70 km de distance, et c'est 200, 300, 500 kg d'explosifs. C'est-à-dire que pour démolir une défense, taper sur un bunker, eh bien ça permet aux hommes au sol d'avoir l'appui aérien qui leur manquait par le passé. Ça, c'est un travail de sape qui a été réalisé au long cours, tout au long de ces mois d'été, où on a dit que la contre-offensive n'avançait pas. En réalité, c'est ça que faisaient les Ukrainiens au quotidien? Exactement. Tout au début de cette contre-offensive, a priori, les Ukrainiens ont plutôt été à l'américaine. C'est-à-dire, on y va... Ils ont envoyé les léopards et ils se sont fait cartonner.
Exactement. Et 20% des équipements ukrainiens qui ont été engagés dans les premières phases de cette offensive, qui était une offensive partielle, auraient été détruits. Et donc ils se sont réadaptés, ils se sont réorganisés. Ils ont été d'une manière beaucoup plus méthodique avec la méthode sniper. Par exemple, avec l'arrivée des obus avec les bombes à sous-munitions. Ça, par exemple, j'ai un retour, c'est super efficace contre les tranchées russes, parce qu'avant, pour toucher une tranchée, il fallait que l'obus tombe juste dedans. Ouais. Sauf que maintenant, vous allez au-dessus, ça va éparpiller sur la totalité de la tranchée, vous êtes sûr de tuer tous ceux qui sont en train de défendre cette tranchée. Et donc, malgré le fait qu'ils sont à l'offensive, ils ont des pertes très importantes, les Ukrainiens. Dans les premiers jours, quand ça se passait mal, ils auraient eu jusqu'à 500 morts par jour. Et donc, évidemment, dans un deuxième temps, ils se sont réadaptés. Et maintenant, c'est les Russes qui perdent beaucoup plus de troupes, alors que c'est eux qui sont en défense. Est-ce que les Russes ont les moyens de reconstituer ces équipements qui ont été détruits? A priori, la défense locale a dû être renforcée par les réserves stratégiques. Et le Sud n'a plus de réserve stratégique. C'est pour ça que les Russes, on a vu certaines unités qui étaient dans le nord, dans le base de Louhansk et dans le nord de Bakhmout, qui ont été déplacées pour renforcer cet endroit, parce qu'il ne faut pas que cette digue cède. Sauf qu'on envoie des troupes d'élite, des parachutistes qui sont habitués pour faire des offensives, des assauts, et on les met dans des tranchées, dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, et ils se font détruire d'une manière bête, parce qu'encore une fois, ce sont des unités d'élite qu'on perd alors qu'on les met simplement dans des tranchées. Ça veut dire que vous pensez que cette brèche de Robotiné, qui n'est pas encore une percée, Non, bien qui sûr. n'est pas encore, on ne voit pas encore les blindés arriver et reprendre toute la zone. Pour vous, c'est quand même une avancée importante et que les Ukrainiens peuvent la tenir. Stratégiquement, il manque... Alors, eux, ils me disent, on a fait les 3/4 du boulot. Il manque un quart. Derrière nous, on a déjà passé les plus gros champs de mines. On a déjà passé les barrières, les défenses les plus importantes. Il n'y a plus de bunkers en dur devant nous. Et devant nous, on a des gens qui ne connaissent pas ce terrain ou alors qui sont vraiment de faible qualité militaire. Donc, s'ils arrivent à faire les 25% qu'il reste, vous avez en gros 3 brigades qui sont engagées en même temps, partiellement, mais qui tournent. Derrière, il y a 5 brigades qui sont totalement libres. Et quand la brèche sera ouverte, là, vous aurez 10, 20, 30 000 hommes qui vont pouvoir s'engouffrer. Avec les équipements occidentaux, avec tous ces chars qui ont été livrés depuis des mois et qu'on n'a pas encore vraiment vus. On les a vus, mais en petite quantité, progressivement. Là, il y aurait la possibilité d'avancer, franchement, parce qu'on n'est plus avec des champs de mines de la même densité qu'on avait par le passé, on n'a plus les défenses qu'on avait, donc là, ce sera les deux armées face à face, et on a une armée au standard OTAN, avec des entraînements standard OTAN, et une armée russe aujourd'hui qui, très clairement, est en difficulté, parce que ces équipements sont des équipements de moindre qualité, mais aussi parce qu'elle a des difficultés dans son approvisionnement.